D'où le fait que j'insiste sur le bateau en équilibre. C'est-à-dire toujours se dire, bon d'accord, on voit un symptôme, c'est clair, il y a ce problème-là chez lui. Quel est le problème chez l'autre, quoi? Qui fait que ça se joue. C'est l'histoire du ping-pong, hein. Pour que ça continue, ben, faut qu'on relance la balle, sinon ça s'arrête. Et c'est plus complexe que ça parce que c'est, en fait, chacun des deux qui pense que sa position est la bonne et qu'il faut absolument la tenir. Et en un sens, c'est pas faux, mais l'idéal, c'est de pouvoir réunir les deux positions. Écoute, ce que je crois, moi, c'est que en tant que thérapeute, et c'est pas du tout pareil quand on est un membre du couple, on voit pas les choses de la même manière. Mais en tant que thérapeute, on a intérêt à ne pas avoir d'étiquette pathologique. Il y a des fois, c'est presque impossible de ne pas en avoir, mais la plupart du temps, on se dit, voilà, on a affaire à un bateau en équilibre exacerbé. Il y en a un qui est presque fou à force de tirer d'un côté, et l'autre qui a aussi sa part sans le savoir, quoi. Et donc, on va essayer toujours de penser en termes d'interaction. Interaction. Si tu veux, il y a deux niveaux qui s'imbriquent dans ces histoires. C'est d'une part le fait que la structure systémique fait que progressivement chacun des deux va prendre une position opposée. Et d'autre part, le fait qu'il y a deux infantiles qui ont vraiment besoin d'être satisfaits. Et les deux, ça donne un mélange explosif, quoi. Alors, quand la pathologie est vraiment très lourde, ben, moi je dirais, alors, reprenons l'histoire de la sexualité là-bas, sur la deuxième page à la fin. Crise et urgence. Tu dis, lorsque le déficit concerne la chute de la sexualité, parce que la sexualité est sur le registre mécanique, la culpabilité était trop présente, la sensation d'être objectisé, donc un désir inexistant, etc. C'est parfaitement juste, ce que tu dis. Mais c'est pas parce que c'est tout ceci, c'est une conséquence. C'est une conséquence d'autre chose, et on a toujours intérêt à essayer de voir plutôt à partir de quand ça s'est dégradé, qu'est-ce qui fait que finalement le respect, l'attirance, le désir, le plaisir ont fini par disparaître. Et pardonner, alors on continue la sexualité, mais finalement on la continue, on ne sait plus trop pourquoi, parce que l'un exige et que l'autre veut pas rentrer dans des conflits interminables. Mais du coup, alors souvent c'est l'homme qui exige et souvent c'est la femme qui subit. Mais du coup, ça devient de moins en moins érotique, ça devient de plus en plus, comment dire, une sorte de devoir conjugal. Il y a un côté déshumanisé, quoi, d'une certaine manière. Mais pourquoi on en arrive là? C'est aussi parce que avant et dans la séquence précédente, ou les séquences précédentes, il s'est passé une dégradation progressive et qu'en fait, en réalité, chacun des deux cherche à maintenir le couple, ce qui apparaît complètement bizarre, mais n'empêche que c'est vrai. C'est-à-dire que dans cette configuration-là, lui, il cherche à maintenir le couple parce que il se dit au moins si on baise, ben il y a un minimum de liens corporels qui restent. Et peut-être ça va réveiller le désir et l'amour. Ce qui est faux, bien sûr, mais il se dit ça. Et elle se dit bon ben je vais quand même pas être tout le temps dans le clash, dans le conflit, dans la violence mutuelle. Donc ben ma foi, on va céder. Et mine de rien, quelque part, c'est quand même pour préserver le couple, dans l'imaginaire. C'est-à-dire, si je cède pas, le couple va éclater. Et en réalité, il faudrait voir avant, si tu veux, c'est ce qu'on a à travailler en tant que thérapeute, c'est-à-dire, souvent, on va devoir plutôt travailler sur les sources de dégradation de la relation et les sources d'insatisfaction amoureuse, indépendamment de la sexualité. Et à ce moment-là, très souvent, la sexualité va commencer à revenir, à se réchauffer. Mais si on l'aborde directement, c'est casse-gueule. Les deux vont avoir leur position, ce qui est normal. Et ça rejoint presque à l'idée des conflits insolubles. Si t'étais la thérapeute de ce couple,
et que tu reçois ce couple et que la femme te dit, bah, finalement, en y réfléchissant, je vois que dès le début, ça a déconné. Ça renvoie à quoi dans le manuel, ça? Dans le manuel, ça renvoie à des trucs bien précis qu'il faudra que tu relises, qui est que si le couple ne retrouve pas les souvenirs positifs du début, c'est que c'est fichu. Elles ont été là. Elles ont été là, mais elles sont oubliées, elles ont, si tu veux, il y a eu un moment où ça a été quand même, puisqu'ils se sont mis ensemble et qu'ils ont vécu ensemble. Mais simplement, rétrospectivement, chacun des deux se dit, mais finalement, ça a foiré du début. Et effectivement, on peut retrouver des trucs qui ont foiré du début. Quand le couple, ou un des deux du couple dit, dès le début, ça a mal fonctionné et depuis toujours, c'est comme ça, eh ben, on sait qu'on va faire un travail sur comment rompre, comment se séparer. Si la mythologie de base n'est pas présente et n'est pas retrouvée par l'une des deux ou par l'un des deux ou par les deux, eh ben, on sait que c'est fichu. Et inversement, on voit des couples où il y a eu des énormes difficultés, mais quand ils se rappellent de ce qui s'était passé au début, ils retrouvent du bonheur l'un et l'autre, eh ben, on sait qu'il y a encore une base. Autrement dit, quand tu dis, toi, je constate en y réfléchissant que dès le début, ça a été foireux, ouais, eh ben, moi, je dis, oui, tu le dis maintenant. Après la rupture, après tout ce qui s'est passé, après la démolition de la relation, etc. En tant que thérapeute de couple, tu te dis où en est le couple. S'il n'a pas la possibilité de retrouver des souvenirs positifs du départ, eh ben c'est que ça a été trop détruit. Après, on peut se demander pourquoi ils sont restés ensemble à tout prix. Voilà, donc si tu veux, ça répond à ta question sur, tu vois, sur la pathologie lourde, enfin pas complètement, mais sur le problème interactionnel autour de la sexualité, sur le fait qu'on est plutôt là, tu vois, dans l'expression d'un conflit insoluble. Pourquoi il est insoluble, le conflit? Rappelle-toi ce que j'ai dit. Il est insoluble parce qu'en fait, chacun des deux, sous son comportement, a des valeurs qui lui importent et qui sont peut-être même des valeurs positives, comme je te disais tout à l'heure. Si ça se trouve, chacun des deux croit que c'est bon, que c'est comme ça qu'on doit me faire pour maintenir l'amour, tu vois. Peut-être elle parce qu'elle est trop dans il faut faire plaisir, il faut arrondir les angles, etc. Peut-être lui parce qu'il est trop dans une relation sans sexualité, c'est plus une relation d'amour. Et que chacun des deux croit bien faire avec ses valeurs. Mais quand on voit que l'extérieur, eh ben on reste à la surface des choses, c'est-à-dire on reste à l'expression du symptôme. Et là, le conflit est insoluble. Il sera soluble si on passe en dessous. C'est-à-dire quelles sont les valeurs de chacun. Et là, on retrouve un peu l'être de l'autre et son propre être, quoi, quand on partage ses valeurs. Donc ça, tu vois, c'est un genre de truc, ça méritera que quand tu t'entraîneras avec les autres filles du groupe, que tu proposes, par exemple, qu'on travaille sur comment on gère un conflit insoluble. Et tu verras comment on fait. Mais tu vois, c'est très intéressant que tu poses ces questions parce que ça met le doigt sur un point fondamental qui est on reste pas au symptôme, même s'il a l'air d'être très violent, insupportable. On reste pas à ça parce que de toute façon on résoudra pas là. Tu vois, c'est difficile pour deux raisons parce qu'il l'amène avec beaucoup de force et d'émotion. Et que du coup on a tendance à être peut-être en alliance avec un des deux, qu'on comprend mieux, etc. Et voilà, imagine que tu reçois un couple comme ça, où monsieur dit ça ou madame dit ça, toi tu vas être tout de suite en vibration avec le vécu de madame. Si elle est ton miroir, qu'elle dit les mêmes choses que ce que toi t'as pu dire, etc. Si toi t'as pas fait un travail qu'on est en train de faire, distanciation vis-à-vis de ton propre couple, tu vas te prendre les pieds dedans. Tu vas dire, quel gros con, quel gros salaud, il est complètement tordu.
Si par contre, tu as pu prendre un peu de distance, bon, déjà, tu pourras un peu te protéger de ce qui va amener violemment. Et puis, tu pourras un peu te protéger de ta propre tentation d'être en alliance avec l'un des deux. Il est impératif qu'on fasse jamais alliance avec un des deux. Et quand tu le feras aussi, toi, quand on a fait les exercices où il y avait un couple et un thérapeute, on a vu à quel point chacun, à l'intérieur de lui ou d'elle, sentait, oula, mais elle le regarde plus souvent que moi, elle lui parle plus qu'à moi, ou elle a l'air de pas faire attention à ce que je dis, et que c'est toujours présent en filigrane. Donc on est vraiment, c'est vraiment la nécessité d'être un temps de parole strictement égal, qui reflète le fait qu'on refuse d'être en alliance. Mais par contre, là où on risque d'être piégé, c'est d'une part si le couple qui vient nous consulter est trop proche de notre propre difficulté de couple qu'on n'a pas su résoudre, d'où l'intérêt de faire un travail personnel. Et l'autre chose que je vois d'autres fois aussi, c'est quand, par exemple, mettons, t'as eu des parents qui se sont engueulés sans arrêt, l'ambiance était infernale dans la famille, etc., etc. En tant que petite fille, tu souffrais de ça. T'étais ou terrorisée, ou mal, ou angoissée, ou pourvu que papa ait pas bu ce soir en rentrant, etc. Eh ben ça peut se rejouer, c'est-à-dire, moi j'ai vu ça quelquefois dans les supervisions, la thérapeute qui est comme une enfant face aux parents qui s'engueulent. Qui du coup retrouve sa faiblesse d'enfant au lieu d'être celle qui va tenir les deux chevaux. Alors, on pourrait dire qu'on a deux chevaux à tenir assez étroitement et qui doivent marcher du même pas à peu près. Mais c'est toi qui tiens les rênes, quoi. Et donc, quand tu commences à te sentir submergé, une des choses à se dire, c'est est-ce que je suis en train de retrouver la petite fille terrorisée ou des trucs comme ça, quoi. Bon, ça rejoint ce que j'ai dit encore et encore sur la nécessité à la fois de tenir sa place, mais à la fois d'être absolument à égalité avec chacun des deux.